Bonsoir à tous, mon nom est Nathalie Côté. Je travaille au producteur de bovins du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire La carboneutralité en production vache-veau, est-ce possible? Alors, avant de débuter, on va faire quelques éléments sur les consignes d'utilisation du Zoom ce soir. Alors, je vais demander à Catherine là, de vous réitérer les consignes. Parfait. Bonsoir tout le monde. Catherine Narvé-Bazinet, je travaille au producteur de bovins du Québec. Puis je vais vous dire un petit peu rapidement les règles qu'on va utiliser ce soir. Donc, pour ceux qui sont habitués à faire des Zooms, donc vous voyez là aujourd'hui, c'est un webinaire, donc vos caméras et vos micros sont fermés. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire dans le Q&A qui est situé juste en bas de votre écran. On va prendre les questions à la fin. Si vous avez des questions plus techniques, des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous l'écrire aussi dans le discussion ou le chat qui est situé également au bas de votre écran. Et à la fin, quand on va prendre les questions dans le Q&A, si vous aimez mieux poser vos questions de vive voix, il n'y a pas de problème. Seulement cliquez sur lever la main qui est également situé au bas de votre écran et on va ouvrir votre micro à ce moment-là. Donc voilà, Nathalie, on va continuer. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je vous présente les conférenciers ce soir. Madame Charlotte Caudron, agronome pour le projet Agri-Climat au CEDAC, et elle va être accompagnée par Monsieur Tommy Cyr, producteur vache-veau, qui est participant au projet Agri-Climat. Et comme vous avez pu le remarquer, Catherine Larrivée-Bazinet et moi-même, on sera les animatrices pour ce soir. Avant de passer la parole à Charlotte, j'aimerais juste préciser que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au projet Agri-Climat, au réseau Agri-Conseil et au programme VBP+. Fait qu'à partir de ce moment-ci, moi, je vais arrêter mon partage écran et je vais permettre là, à Charlotte de partager. Bonne soirée. Merci Nathalie. Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, merci d'être venu ce soir pour écouter la conférence. Donc, comme l'a dit Nathalie, je vais être accompagnée de Tommy Cyr qui va justement vous apporter un petit peu une expérience terrain. Puis, je veux aussi remercier tout de suite les personnes qui m'ont aidé aussi à préparer cette présentation. Donc, Brigitte Gravel, qui est la conseillère de Tommy Cyr. Ensuite de ça, Jennifer Filion et Sarah Delille, qui travaillent avec moi sur le projet Agri-Climat. Donc, merci à tous, puis bonne présentation. Donc, pour démarrer, je voudrais quand même vous parler rapidement d'Agri-Climat avant de se lancer dans le bilan carbone en production vache-veau. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est Agri-Climat? C'est une démarche qui a été initiée par les producteurs agricoles québécois et qui vise à lutter efficacement contre les changements climatiques. Puis pour ça, finalement, on fait deux principales actions. La première chose, c'est d'abord, on a développé finalement une démarche diagnostique qui est vraiment adaptée au monde agricole et qui permet finalement de donner un petit peu des outils pour lutter contre les changements climatiques à la ferme. Et ensuite de ça, on le fait vraiment grâce à la mise en commun de connaissances agronomiques, scientifiques. Donc, nous, on travaille beaucoup justement en collaboration avec des producteurs, des conseillers, des chercheurs pour finalement rassembler tout ce monde-là ensemble et faire vraiment de la sensibilisation, du partage de connaissances sur la lutte contre les changements climatiques. Donc ça, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait Agri-Climat, puis on le fait finalement grâce à des producteurs agricoles. En fait, tout ça a été développé grâce à des producteurs agricoles, puis c'est finalement ce que vous avez représenté ici, c'est les 38 fermes pilotes qui nous ont aidés justement à développer toute la démarche, puis développer un petit peu les connaissances sur la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous les voyez ici, puis aujourd'hui, on va parler justement plutôt de la production bovine. Donc, on voit qu'on avait 5 entreprises en production bovine qui nous ont aidés à développer un petit peu ce côté-là de notre démarche. Donc, merci déjà à tous ces producteurs-là qui ont participé, puis à leurs conseillers également. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail le plan de la présentation, en fait, ce soir, on va parler de 3 choses principalement. La première, c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre en production vache-veau. Ensuite de ça, on va discuter un petit peu d'exemples de réduction. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la ferme pour essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Et ensuite de ça, on va parler de la dynamique du carbone en agriculture et plus précisément en production vache-veau. Puis tout ça, ça va vraiment être étayé de l'exemple de Tommy et de sa ferme, donc qui a fait justement le projet, puis on va présenter un petit peu les résultats, puis discuter ensemble de ces résultats.
Donc, si on saute maintenant dans la première partie, c'est justement un petit peu les notions de base pour comprendre qu'est-ce que c'est un bilan carbone. Donc, la première chose importante à savoir, c'est qu'un bilan carbone, en fait, c'est un outil qui nous permet vraiment d'estimer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Nous, on l'a vraiment adapté pour que ce soit pour les entreprises agricoles. Puis finalement, pour pouvoir avoir un bilan carbone, c'est la somme de deux choses. Donc, la première chose, c'est vraiment les émissions qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est mon premier pictogramme ici à gauche. Donc, ça, c'est vraiment l'activité sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça émet comme gaz à effet de serre? Ensuite de ça, on va aller regarder au niveau des sols, au niveau des arbres. Est-ce que finalement, il y a une émission, une séquestration de carbone à ce niveau-là? Puis, on va faire la somme de ces deux termes-là pour finalement obtenir notre bilan carbone, sachant qu'un bilan carbone positif est, par exemple, plus ou moins important. Ça va être un bilan carbone qui émet des gaz à effet de serre. Au contraire, si on a un bilan carbone qui est négatif, à ce moment-là, ça veut dire qu'on séquestre plus de carbone que ce qu'on émet. Et si on est à zéro, c'est finalement qu'on compense toutes les émissions avec la séquestration. Donc, voilà un petit peu pour les notions de base d'un bilan carbone. Si maintenant, on va regarder les différents postes et la séquestration un petit peu plus en détail, la première chose, c'est au niveau justement des postes d'émission. On a plusieurs postes finalement qui émettent des gaz à effet de serre sur une entreprise agricole et particulièrement sur une entreprise en production bovine. La première chose, c'est les sols agricoles. Donc, eux, ils vont vraiment émettre plusieurs gaz, majoritairement en lien avec l'azote qui est dégradé dans les sols et qui va être réémis sous forme de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Ensuite de ça, ça va être vraiment la fabrication et l'utilisation des intrants sur l'entreprise qui va émettre aussi des gaz à effet de serre. Donc, que ce soit les engrais, l'énergie, mais aussi justement les achats d'aliments, de litière. Tout ça, on le compte dans notre bilan carbone. Ensuite de ça, on parle de fermentation entérique. Donc ça, c'est vraiment, vous allez le voir, quand même un poste important. Puis c'est vraiment des émissions qui sont liées à la digestion des aliments par les animaux. Et enfin, le dernier poste qu'on va considérer, c'est vraiment la gestion des fumiers. Donc, en fait, les fumiers, quand ils sont entreposés, on a aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est celle-ci finalement qu'on va regarder pour pouvoir faire notre bilan. Donc, ça, c'est tous nos postes d'émission. Donc, ils vont vraiment émettre des gaz à effet de serre liées justement à l'activité de l'entreprise. Mais si on regarde maintenant au niveau de la séquestration du carbone, il y a deux manières de séquestrer du carbone sur une entreprise agricole. La première, c'est par les sols agricoles. Donc ça, c'est vraiment finalement quand justement les végétaux font la photosynthèse, ils vont stocker finalement du carbone dans leurs feuilles, leurs tiges, etc. Puis ça va se retrouver éventuellement dans les sols agricoles. Et ensuite de ça, c'est par les arbres. Donc ça, on va voir un petit peu plus en détail plus tard. Donc, voilà un petit peu les différents postes d'émission en haut et de séquestration en bas, finalement, sur une entreprise en production bovine. Puis, finalement, je vous parle de gaz à effet de serre depuis tout ce temps-là, mais on va aller voir un petit peu plus en détail, c'est quoi les principaux gaz qu'on retrouve sur une entreprise en production bovine. Le premier, que je pense que vous connaissez tous, c'est le CO2, donc c'est le dioxyde de carbone. Celui-là, c'est majoritairement la combustion des énergies fossiles qui émet du CO2. Donc, ça va être finalement les tracteurs, le chauffage des bâtiments, etc. Ensuite de ça, le méthane, donc ça, c'est majoritairement la digestion des animaux qui vont émettre du méthane. Donc, ça, c'est la fameuse fermentation entérique dont je viens de parler. C'est ici qu'on va le retrouver majoritairement, mais on le retrouve également dans les fumiers. Puis ensuite de ça, le dernier dont j'ai parlé un petit peu, c'est le protoxyde d'azote ou le N2O, qui lui est vraiment lié à la dégradation de l'azote dans les sols et dans les fumiers, et finalement qui va se retrouver dans l'atmosphère. Donc là, finalement, on a trois gaz qui sont quand même différents. Puis pour pouvoir faire un bilan, on est obligé de pouvoir comparer ces différents gaz ensemble pour finalement avoir une valeur commune sur laquelle se baser. Puis pour ça, en fait, on essaye de tenir compte de la durée de vie dans l'atmosphère des différents gaz, ainsi que de leur potentiel de rétention de chaleur pour arriver finalement à une équation qui nous permet d'avoir un équivalent. Donc, c'est comme ça qu'on obtient notre kilo d'équivalent CO2. Et vous allez voir que c'est comme ça qu'on exprime notre bilan carbone. Et c'est de ça dont je vais parler durant toute la présentation. Puis, vous avez donc les différentes valeurs ici qu'on utilise qui sont issues des derniers, pas du dernier, mais de l'ancien, de l'avant-dernier, on va dire, rapport du GIEC, donc du Groupe international d'experts sur le climat.
Et finalement, ce qu'on voit avec cette équation-là, c'est que finalement, une molécule de CH4, 1 kg de CH4 qui se retrouve dans l'atmosphère, c'est équivalent à 28 kg de CO2. Donc, ça veut dire que finalement, c'est un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. Et le protoxyde d'azote, comme on le voit ici, lui, c'est 265 fois plus puissant que du CO2. Donc, tout ça aussi, c'est pris en compte justement dans notre bilan carbone pour pouvoir estimer nos équivalents CO2. Donc, voilà un petit peu pour les bases, un petit peu la théorie derrière ce bilan carbone. Et je vous propose maintenant qu'on aille regarder au niveau des émissions un petit peu plus en détail, voir un exemple de justement des émissions qu'on a sur la ferme. Donc, avant d'aller voir les résultats, je te passerai la parole, Tommy, pour que tu nous présentes un petit peu ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu es organisé, un petit peu plus, avoir un portrait un petit peu plus précis. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Tommy Cyr. Je suis propriétaire depuis déjà presque 25 ans déjà. Ça passe vite. Je suis situé dans un petit village à Saint-Alphonse, dans la baie des Chaleurs. Pour ceux qui connaissent le coin, là, pas loin de Kaplan, Richmond. Mon entreprise, ben, ça comprend 90 vaches, principalement Angus, Simmental, Charolais. Je fais 35 bouvillons. Ça, les bouvillons, je les produis par le biais de la coopérative Bœuf Gaspésie. On est quelques producteurs qui font du bœuf Gaspésie, un volume d'environ, juste parenthèse, 200 têtes par année au niveau de la coopérative. Mon entreprise comprend environ 450 acres de culture, foin et céréales. Puis, je fais 110 acres de pâturage semi-intensif qui est en devenir très bientôt intensif. Puis, mon alimentation est principalement composée d'ensilage de balles rondes, puis un petit peu d'orge pour les bouvillons. On n'a pas de sous-produits pour les bouvillons, je veux le mentionner parce que c'est un marché de créneau qu'on a, puis les bouvillons sont engraissés avec les aliments de la région, avec les aliments produits à la ferme. Sur mon entreprise, j'ai 3 sites. Un atelier d'engraissement où j'ai mes bouvillons et mes génisses. Ou dans ce bâtiment-là, tantôt, je vais expliquer la façon que je procède pour l'écurage des fumiers. J'ai un bâtiment numéro 2 où ça comprend 28 vaches, premier et deuxième vêlage. Puis j'ai mon site des guides des bonnes pratiques qui comprend le reste du troupeau, environ 65 vaches. Fait que c'est ce qui compose pas mal mon entreprise. Ça fait le tour, je pense. Parfait. Ben, merci. Donc, on va aller voir justement en termes de GES, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne une entreprise comme ça? Donc, la première chose qui est importante à mentionner, c'est que finalement, on a fait, grâce à Brigitte, sa conseillère, puis les informations que Tommy nous a données, on a été capable de faire son bilan, de calculer ses émissions, d'estimer ses émissions de gaz à effet de serre sur l'entreprise. Puis, comme on le voit ici, elles étaient de 665 tonnes d'équivalent CO2 en 2021. On fait le bilan sur une année. Donc, c'était vraiment ça qu'on a obtenu pour l'année 2021. Puis, si on ramène finalement par kilo produit, par kilo de poids produit, de poids vif produit sur l'entreprise, on arrivait à 15,05 kg d'équivalent CO2 par kilo de poids vif produit sur l'entreprise. Puis, je vous présente par unité fonctionnelle parce que vous allez voir, pour pouvoir comparer des entreprises entre elles, on est obligé finalement d'avoir une base de comparaison commune. Puis, c'est pour ça finalement qu'on utilise, on ramène ça par kilo de poids vif parce que finalement, vous doutez que les émissions vont vraiment varier selon la taille de l'entreprise. Donc, en ramenant ça par kilo de poids vif, ça nous permet finalement de pouvoir comparer. Puis, si on regarde maintenant la répartition de ces émissions, donc ces 665 tonnes d'équivalent CO2 émis se répartissent de la manière suivante. On voit, comme ici, vous le voyez sur la pointe de tarte, la majeure partie des émissions en vert juste ici. Donc, les 61% des émissions sont vraiment liées à la gestion du troupeau, donc qui regroupe à la fois la fermentation entérique et les achats d'aliments. Ensuite de ça, on voit que le deuxième poste, qui représente 22% des émissions, c'est la gestion des fumiers. Ensuite de ça, le troisième poste, c'est la gestion des champs, qui représente 12% des émissions, donc quand même une part un petit peu plus faible des émissions. Puis ça regroupe à la fois les émissions de protoxyde d'azote dont je vous ai un petit peu parlé et la fabrication des engrais également, on le retrouve ici. Et enfin, le dernier poste, c'est seulement 5% des émissions,
c'est finalement la fabrication et la consommation de l'énergie à la ferme. Donc, voilà un petit peu comment ça se répartit. Puis, Tommy, moi, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu t'attendais à voir, toi, puis qu'est-ce qui t'a surpris finalement quand tu as vu ton bilan comme ça? Au début, je ne m'attendais vraiment pas à des résultats comme ça. Quand on parle GES, on pense tout de suite que combustion de carburant, utilisation du fioul, des plastiques en silage, tout ça. Puis l'utilisation des tracteurs, c'est sûr que d'emblée, moi, je pensais que c'était le poste qui aurait sorti majoritairement plus fort que ça. Puis j'ai vraiment été surpris de voir que la gestion du troupeau, c'était fort comme ça. C'est vraiment surprenant. On sait que les animaux produisent des gaz avec leur digestion, mais à ce point-là, c'est vraiment surprenant. Vraiment. Effectivement, puis tu n'es pas le seul à avoir trouvé ça. Moi, la majorité des producteurs à qui on a présenté le bilan, c'est ça qui nous ont dit aussi. Donc, effectivement. Puis en fait, moi, ce que je vous propose d'aller voir un petit peu plus tard dans la présentation, c'est justement d'aller un petit peu décortiquer tout ça, puis d'aller s'intéresser vraiment à ces deux postes. Mais avant d'aller regarder ça plus en détail, je voulais vous présenter notre ferme moyenne, qui est en fait la ferme qui nous a permis un petit peu de comparer les émissions. Donc, cette ferme moyenne, c'est une ferme on a créé, donc c'est une fausse ferme, entre guillemets, mais qu'on a créée grâce finalement à l'étude de coûts de production du CECPA, donc pour la production vache-veau. Et cette ferme-là, elle comporte un cheptel de 243 animaux, dont 116 vaches avec 109 veaux vendus chaque année. La superficie en culture, c'est à peu près 240 hectares pour une majorité de prairies et de pâturages et un petit peu finalement, en plus de ça, de céréales, maïs, soya. Sur ces productions-là, il y en a un petit peu qui sont vendues, une autre partie qui est consommée sur le troupeau. Puis, si on regarde au niveau de leur pratique un petit peu plus en détail, c'est donc une ferme qui aurait une gestion solide des déjections, entreposée en amas, donc une gestion quand même assez classique. On a un pâturage à peu près la moitié de l'année, donc à peu près 167 jours. La totalité des déjections est épandue sur la ferme. Il n'y a pas d'exportation, pas d'importation. Puis, au niveau des intrants, c'est une ferme quand même assez classique. Donc, on a un petit peu d'importation d'intrants, du foin, du supplément, du minéral, mais ensuite de ça aussi un petit peu d'engrais, un petit peu d'énergie, mais vraiment assez classique à ce niveau-là. Donc ça, finalement, c'est notre ferme avec qui on va pouvoir se comparer pour les prochaines diapositives. Donc, si on regarde justement les résultats de Tommy face à la ferme moyenne, la première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est vraiment le total qui est ici. On retrouve le 15,05 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est vraiment 15,05 kg d'équivalent CO2 par kilo de poids vif. Donc, ça, c'est encore une fois les émissions de l'entreprise. Puis, si on regarde avec notre ferme moyenne, elle est à 14,75. Donc, en fait, on voit que les deux sont très, très proches. On pourrait quasiment dire qu'en termes d'émissions par kilo de poids vif, on est quasiment identique. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu plus en détail la répartition des différents postes. Comme vous voyez, si je pars par la droite au lieu de partir par la gauche, on voit que la gestion des champs et l'énergie sont assez similaires entre nos deux fermes. On a à peu près 12% pour la gestion des champs, 5%, 4% pour l'énergie. Donc, on est très semblables. Mais par contre, là où on voit, on a une grosse différence, c'est au niveau de nos deux premiers postes. Donc, on voit que finalement, sur l'entreprise de Tommy, la gestion du troupeau représente une plus grosse part des émissions, mais par contre, si on regarde la gestion des fumiers, là, à ce moment-là, la part des émissions est beaucoup moins importante pour ce poste-là. Puis justement, c'est ça qu'on s'est posé comme question. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Puis comment est-ce que justement on peut expliquer ça par rapport aux pratiques de Tommy? Puis c'est ça justement qu'on aimerait un petit peu vous présenter aujourd'hui pour introduire un petit peu les notions de réduction. Donc, pour ça, moi, je vous propose d'aller regarder justement la gestion du troupeau. Donc, comme je vous l'ai dit, ça regroupe deux choses. La première, c'est la fermentation entérique. Donc, la fermentation entérique, comme je le disais, c'est vraiment un processus digestif qui est réalisé par les micro-organismes du rumen et qui est réalisé en absence d'oxygène. Donc, c'est vraiment les micro-organismes du rumen qui vont digérer les aliments et cette digestion-là, évidemment, c'est dans
c'est dans le rumen, donc il n'y a pas d'oxygène, ça émet du méthane. Puis finalement, il y a certaines conditions qui vont être plus favorables à l'émission de méthane au niveau de la fermentation entérique. Donc la première chose, c'est vraiment une ration plus riche en fibres, une ration moins énergétique, ça va favoriser l'émission de méthane. Ça se comprend bien, c'est plus difficile à digérer, donc finalement, ça va demander aux micro-organismes de travailler un petit peu plus et donc d'émettre un petit peu plus de méthane. Ensuite de ça, évidemment, un nombre d'animaux de remplacement plus élevé sur l'entreprise, ça va aussi impacter les émissions parce que finalement, sur l'entreprise, on va avoir plus d'animaux improductifs, entre parenthèses, plutôt en cours de finalement de croissance pour pouvoir ensuite de ça être productif. Donc, finalement, on comprend bien que plus on a un nombre d'animaux, un ratio finalement de relève par rapport au troupeau, ben, finalement, on va être capable d'aller avoir un troupeau plus efficace et donc moins d'émissions de méthane. Puis ensuite de ça, des animaux de manière générale, si les vaches sont moins productives, les veaux ont un gain un petit peu moins élevé, ben à ce moment-là, on va avoir tendance à avoir plus d'émissions de méthane parce qu'il faut bien comprendre que le méthane, c'est de l'énergie perdue pour les animaux. Donc, si on a des animaux qui sont productifs, qui sont capables de bien utiliser leur énergie, à ce moment-là, on va avoir en général un petit peu moins d'émissions de méthane. Si on regarde maintenant la deuxième chose qui est considérée dans la gestion du troupeau, c'est les achats d'aliments et de litière. Donc ça, finalement, la production, le transport de ces aliments, de cette litière-là, ça émet des gaz à effet de serre et on en prend compte dans le bilan. Puis je vous ai mis juste en dessous quelques exemples d'émissions liées à des aliments. Donc vous voyez ici, on a par exemple le maïs grain qui émet 0,33 tonnes d'équivalent CO2 par tonne de maïs grain. Puis ça, c'est vraiment encore une fois pour sa production et son transport jusqu'à l'entreprise. Si on compare avec des céréales, par exemple, on est à 0,53 tonnes d'équivalent CO2 par tonne de céréales. Donc, voilà un petit peu pour la gestion du troupeau, les différents éléments qui vont entraîner des émissions. Puis si on regarde maintenant justement comment ça se découle un petit peu sur l'entreprise de Tommy, vous voyez ici le graphique qui détaille en fait le 61% qu'on voyait tout à l'heure. Donc finalement, on voit que la majeure partie de ce 61%-là, c'est vraiment la fermentation entérique. Et ensuite de ça, on a 6% qui sont liés à l'achat d'aliments et laitières. Puis Tommy, justement, on en reparlait. Je pense que maintenant, tu commences à quand même bien maîtriser tout ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler un petit peu plus des pratiques qui, selon toi, expliquent un petit peu ces différences-là sur ton entreprise au niveau de la gestion du troupeau? Au niveau de la gestion des troupeaux, pourquoi je suis plus élevé? Oui. Oui, c'est ça. Ben, le fait que je fais du bouvillon, les animaux restent beaucoup plus longtemps à la ferme. Fait que c'est sûr, d'emblée, ça produit plus de fumier, produit plus de gaz. Exact. Oui. Fait que je pense que c'est ça la grosse différence que je me démarque avec la ferme moyenne, c'est les bouvillons. Puis ensuite de ça, on voyait aussi au niveau de la paille que toi, tu achètes beaucoup plus de paille que notre ferme moyenne. Puis on va en discuter un petit peu après de pourquoi finalement il y a plus de paille sur l'entreprise. Mais c'est vraiment en lien avec ta gestion des animaux plutôt en hiver dans les enclos d'hivernage. Puis l'autre chose aussi qu'on a regardé en allant détailler un petit peu les résultats, c'était au niveau de l'alimentation. Vous avez compris, je parlais de la fermentation entérique, on comprend que c'est vraiment en lien avec l'alimentation des animaux. Puis en fait, là, ce qu'on a vu, c'est qu'en termes d'alimentation, ce qui est vraiment pas ça la grosse différence entre la ferme Bovitum puis la ferme moyenne. On pense vraiment, comme le disait Tommy, c'est vraiment lié au fait que finalement les animaux sont gardés plus longtemps, sont emmenés jusqu'à finalement au stade bouvillon. Et donc, plus les animaux sont âgés, plus ils vont avoir tendance à émettre de méthane. Donc, c'est pour ça finalement qu'on pense qu'on a vraiment cette différence au niveau de la fermentation entérique et la petite différence au niveau de la paille pour l'achat d'aliments et laitières. Donc ça, c'est finalement ce qui explique un petit peu les différences au niveau de la gestion du troupeau. Puis si on regarde maintenant au niveau de la gestion des fumiers, donc en fait, nous, la gestion des fumiers, ce qu'on considère vraiment, c'est l'entreposage des fumiers, donc la période durant laquelle les fumiers sont
conservés, entreposés sur la ferme, ben, c'est à ce moment-là, finalement, qu'on a des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Puis, les conditions qui sont favorables aux émissions de méthane, c'est vraiment des conditions où on a peu d'oxygène, voire pas d'oxygène dans les fumiers. Donc, ça va être surtout des fumiers finalement qui vont être compactés, des fumiers qui vont être plus liquides aussi. On va avoir un petit peu moins d'oxygène, ça va émettre un petit peu plus de méthane. Au contraire, non. De la même manière, une température chaude, bon, on comprend bien, ça va favoriser l'activité des bactéries qui vont émettre, encore une fois, du méthane. Puis, la durée d'entreposage va aussi beaucoup impacter ces émissions-là. Plus on a une durée d'entreposage longue, plus on va avoir d'émissions. Donc, si on est capable de réduire la durée d'entreposage, ça va permettre de vraiment réduire les émissions. Puis, on va voir que ça prend tout son sens justement dans le cas de l'entreprise de Tommy. Puis ça, c'est vraiment lié finalement. Si on les laisse plus longtemps, ben, les bactéries ont vraiment le temps de se multiplier. Si on les écure fréquemment, ben, à ce moment-là, il va falloir qu'elles se redéveloppent à chaque fois. Et donc ça prend du temps. Donc, on comprend bien la dynamique à ce niveau-là. Puis, comme je le disais, ben, si on est en gestion liquide, on a moins d'oxygène de manière générale. Donc, finalement, on va avoir plus d'émissions de méthane. Au contraire, les émissions de protoxyde d'azote, de N2O, pour avoir des conditions favorables aux émissions de protoxyde d'azote, ça demande finalement d'avoir de l'azote, oui, pour pouvoir le dégrader, mais aussi du carbone, parce que finalement, les bactéries qui vont émettre du protoxyde d'azote ont aussi besoin finalement de carbone pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des fumiers peut-être un petit peu plus solides avec plus de paille. On va avoir peut-être un petit peu plus d'émissions de protoxyde d'azote. Ensuite de ça, toujours à cause du fonctionnement des bactéries, on a besoin d'avoir des fumiers où on a de l'air à un moment donné pour commencer la dégradation, mais ensuite de ça, plus d'air, donc en phase anaérobie, sans oxygène, pour finalement, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir les émissions de protoxyde d'azote. La température chaude, c'est toujours aussi un facteur qui va influencer les émissions. La durée d'entreposage aussi, je ne l'ai pas remis, mais c'est toujours les mêmes facteurs qui vont influencer. Donc, on comprend bien avec ce que j'ai dit là, avec des fumiers un petit peu plus pailleux, ça va favoriser finalement ce type d'émissions-là. Donc, la gestion solide, ça va vraiment venir augmenter la proportion de protoxyde d'azote qui sont émis par nos fumiers. Donc, ça, c'est pour la théorie derrière tout ça. Mais quand on regarde justement qu'est-ce que ça donne dans le cas d'une ferme réelle, ben, c'est là qu'on tombe justement avec cette comparaison-là, où on a la ferme Bovitum, où on le voyait tout à l'heure, qui a 22 de ses émissions qui sont liées à la gestion des fumiers, contrairement à notre ferme moyenne qui a 32 Puis cette différence-là, ça s'explique vraiment par la méthode de gestion des fumiers de Tommy. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement comment ça fonctionne chez toi? Oui, la gestion des fumiers. Tout un dossier. Je pensais jamais que j'allais être en bas de la moyenne de la ferme parce que je trouve que je brasse du fumier, mais pas à peu près. En production bovine, on pense tout le temps c'est le fun l'hiver, on ne brasse pas de fumier, mais je peux vous dire que ça en est tout une job. Pour expliquer pourquoi, ben, c'est pas nécessairement un choix. J'ai 3 sites d'élevage, un premier bâtiment dans mon atelier d'engraissement. C'est un ancien étable à lait je peux rentrer avec les tracteurs à l'intérieur, mais je n'ai pas beaucoup de dégagement. Je ne peux pas laisser le fumier accumuler. Je suis obligé de nettoyer à tous les 3 jours. Puis, tant que je peux aller mener au champ, je fais des amas de fumier au champ. Ça dépend des années, ça dépend si on peut se rendre au champ. Fait que pour mon premier site, l'atelier d'engraissement, c'est nettoyé à tous les 3 jours. J'écure tout le lit de litière, puis je remets de la litière. J'ai un allée d'alimentation centrale, fait que ça me permet d'avoir des animaux de chaque côté. Chaque côté, c'est le même principe. Mon atelier numéro 2, où j'ai mes 28 vaches premier, deuxième vêlage, c'est un bâtiment de 30 pieds de large avec un aire de couchage au fond puis un aire d'alimentation à l'extérieur. L'aire de couchage au fond, je mets de la paille avec un hache-paille, je souffle par-dessus les animaux pour souffler au fond du bâtiment. L'aire de couchage est écurée 2 fois par année. Mais l'aire d'alimentation, même principe que pour les bovions, sont nettoyés tous les 3 jours. Même principe, je vais porter ça au champ tant aussi longtemps que je peux.
Le fameux site guide. Le fameux site guide, ça, c'est un autre. C'est le fun quand ça se gère bien et il ne mouille pas trop. Là. J'utilise beaucoup de litière. Sur mon site guide, premièrement, ce qu'il faut que je dise, c'est que j'ai une plateforme de ciment sur la haute densité, où tant que le sol n'est pas gelé dans la faible densité, mes animaux sont sur la plateforme de ciment. Je ne mets pas de litière sur la plateforme de ciment, je mets de la litière dans l'aire de couchage, dans un bâtiment qui est annexé à la plateforme de ciment. Fait que l'aire d'alimentation bétonnée est écurée tant et aussi longtemps. Même principe que mes deux autres principes. Les fumiers sont emmenés au champ. Tant que je peux aller au champ, je les emmène au champ. Ensuite, aussitôt que le sol est portant, je les mets sur la faible densité. Puis là, de la façon que je place mes mangeoires, je mets de la paille tout le temps. Alentour des mangeoires, je déplace mes mangeoires, je fais coucher les animaux d'un côté. Comme ça, je redéménage les mangeoires de l'autre côté. Puis là, où ils ont mangé pendant 2-3 jours, je remets de la paille là. De la paille, j'en mets. Je suis un producteur qui va appliquer environ 600 balles de paille par année. On est à 2 ou 3 balles de paille quasiment à tous les jours. Autant pour les bourvillons, pour tous mes sites. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de litière, mais avec la litière que je mets, sur le site guide, c'est que ça me permet de récupérer les fumiers qui sont plus mous en période de dégel. Parce qu'avec les hivers qu'on a, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Je vous avoue que cette année, là, je ne voyais pas le jour que ça allait finir par geler. J'étais rendu après Noël, il n'y avait rien de gelé du tout, puis j'emmenais encore du fumier au champ. Mais emmener du fumier au champ, c'est une opération, oui, qui me demande du temps, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir que je la fasse, cette opération-là, dans l'année. Là, je la fais au mois de décembre, mais c'est du fumier que je n'aurai pas besoin d'emmener au champ au mois de juin ou au mois de juillet. Moi, je le vois comme ça. C'est juste que Puis dans en plus de l'hiver... ça, au niveau des GES, on a vu que ça a vraiment un gros impact là parce que le fait de sortir tes fumiers, vraiment souvent, puis de les emmener en amas, ben, ça les brasse, ça les oxygène, ça limite un petit peu les émissions. Et surtout, ça fait beaucoup moins d'émissions que s'ils étaient restés dans le bâtiment pendant toute l'année. Hein. Puis une fois qu'ils sont dehors, ben, avec les températures plus froides, etc., à ce moment-là, ça a vraiment moins d'émissions. Puis c'est là qu'on voit finalement ces résultats-là. C'est pour ça finalement qu'on voit que tu étais vraiment plus faible que l'entreprise moyenne à ce niveau-là. Là. Mm-hmm. Puis les amas de fumier au champ qui sont faits novembre, décembre, même si c'est du fumier un peu mou, là, on s'aperçoit qu'ils compostent quand même beaucoup pendant l'hiver. On arrive au printemps et on est surpris de voir que les amas de fumier ont presque baissé de la moitié là, au mois de juillet. Là. Quand la chaleur reprend au mois de juin, juillet. Là. Fait que ça fait des amas qui compostent beaucoup. C'est vraiment surprenant. Ben oui, puis ça, c'est vraiment justement, comme on le disait, s'il n'y a pas d'oxygène, ils vont avoir tendance à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Plus ils vont composter, plus c'est un signe finalement qu'on va avoir normalement moins d'émissions parce que ça veut dire qu'ils s'aèrent bien. Donc, finalement, c'est vraiment comme tous ces éléments-là qui font qu'on observe cette réalité-là sur ton entreprise au niveau de la gestion des fumiers, puis que tu fais que ça peut être vraiment plus efficace à ce moment-là. Puis c'est aussi, on va le voir dans les scénarios de réduction, je pense, très bonne, en tout cas, éventuellement une très bonne marge de manœuvre qu'on peut éventuellement mettre en place sur d'autres entreprises. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ta gestion des fumiers? Non, simplement pour dire que les fumiers sont épandus au champ majoritairement au mois de septembre. C'est un choix au point de vue personnel parce que je suis seul d'employé à part un ouvrier qui m'aide à faire les récoltes l'été. Fait que, les fumiers sont mis au champ l'automne pour être valorisés pour les semis l'année d'après. C'est comme ça que je gère mes fumiers au niveau des épandages, surtout. C'est bon. Ben merci pour ce beau témoignage. Donc, vous avez compris, on vient de passer un petit peu les deux principaux postes d'émission pour une entreprise en production bovine. Puis maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est, on vient de voir un petit peu ce que Tommy faisait. On a vu que ça a eu des impacts finalement sur ces émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale pour essayer de réduire? Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir un petit peu, faire une espèce de revue de littérature pour voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs en termes de réduction, c'est quoi les pistes qu'on peut mettre en place. Puis on a essayé de regarder ça de manière générale pour avoir le plus d'idées possible. Puis
là, je voulais vous montrer qu'en fait, on a trouvé qu'il y avait énormément de pistes de réduction quand même possibles, des pistes d'amélioration. Donc, je ne vais pas les passer une à une, mais vous allez voir, on va aller en sélectionner certaines pour voir quels impacts elles ont sur nos émissions. Donc, vous voyez ici, pour la fermentation entérique, on peut travailler à 2 niveaux. Donc, d'abord au niveau de la gestion des animaux, mais également et beaucoup au niveau de la gestion de l'alimentation. Les pistes que j'ai mis là, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment un regroupement de ce qu'on a trouvé, mais il y en a d'autres qui sont développées en fait en ce moment même, puis il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas indiquées ici. Au niveau de la gestion des fumiers, pour réduire les émissions au niveau de la gestion des fumiers, ça va être vraiment de travailler justement sur l'entreposage des fumiers, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire la quantité, la durée, etc. Au niveau des sols agricoles, à ce moment-là, ça va être vraiment de travailler sur la régie des cultures, notamment la fertilisation, la productivité. Puis enfin, pour l'utilisation des énergies, en production bovine, ça va être surtout éventuellement de réduire un petit peu le travail du sol, mais de toute manière, on a vu que c'était un poste beaucoup moins important que les autres postes. Donc, c'est sûr qu'on met un petit peu moins l'accent là-dessus en production bovine, même si ça peut quand même être des très bonnes actions qu'on peut mettre en place sur l'entreprise. Donc là, vous voyez un petit peu un portrait de toutes les actions qui peuvent exister pour justement réduire les émissions. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à choisir certaines de ces actions-là et monter des scénarios de réduction. Donc, en fait, un scénario, c'est vraiment un peu une étude de cas hypothétique de qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire. Puis c'est vraiment la combinaison de plusieurs actions sur une entreprise. Qu'est-ce que ça peut donner au niveau de ses émissions, de sa réduction des émissions. Puis dans notre réflexion, on a vraiment choisi de travailler avec des pistes qui sont quand même déjà prouvées, entre guillemets, puis qui sont déjà applicables dès maintenant. Mais vous allez voir, on l'a organisé un petit peu différemment. Puis, pour voir les 3 grands thèmes qu'on a choisis, c'est d'abord la gestion des animaux et de l'alimentation. Vous l'avez vu, c'était quand même un gros élément pour travailler sur la fermentation entérique. Ensuite de ça, on a voulu travailler au niveau de la gestion des pâturages et de la gestion des fumiers. Puis, pour pouvoir, comment est-ce qu'on a découlé finalement ces scénarios de réduction? On en a fait 3. Le premier, c'est un scénario court terme qui serait applicable dès maintenant, qu'on pourrait mettre en place dès maintenant, qui demanderait relativement peu d'investissement ou de modifications dans l'entreprise. Donc, dans ce scénario-là, on a inclus 3 pistes. La première piste, c'est l'utilisation de sous-produits. Dans notre cas, pour notre exemple, on a introduit des drèches de distillerie, mais ça pourrait être d'autres sous-produits. Si justement, ce n'est pas ces sous-produits-là qui sont disponibles chez vous, ça pourrait être d'autres sous-produits qui pourraient être intégrés. Mais il faut vraiment que je précise par rapport aux sous-produits que tous les sous-produits ne sont pas forcément bénéfiques au niveau de la gestion des émissions de gaz à effet de serre, dans le sens que certains sous-produits, leur fabrication va être éventuellement un petit peu plus, leur empreinte carbone au niveau de la fabrication va être un petit peu plus grosse que d'autres produits, mais si on regarde au niveau ensuite de ça, de l'efficacité alimentaire des animaux, si ça augmente leur efficacité, finalement, au global, ça peut vraiment avoir un intérêt pour l'entreprise. Donc, bien sûr, gardez en tête, si jamais vous cherchez à utiliser des sous-produits, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, quel est leur impact, etc. Ensuite de ça, si on regarde au niveau justement les 2 autres pistes qu'on a intégrées dans ce premier scénario, c'est la qualité des fourrages récoltés et le pâturage intensif en bande. Donc, en fait, ces 2 pistes-là, ça nous permet vraiment d'aller travailler au niveau de la qualité de l'alimentation, essayer d'avoir une alimentation plus digestible pour réduire les émissions de fermentation entérique. Ensuite de ça, notre deuxième scénario, on a ajouté 3 pistes pour ce deuxième scénario-là. Puis ça, c'est un scénario plutôt moyen terme qui demanderait un petit peu plus d'investissement ou qui serait un petit peu plus long à mettre en place. Donc, c'est finalement notre scénario moyen terme. À celui-là, on a voulu vraiment travailler sur la productivité sur l'entreprise. Donc, essayer d'augmenter les kilos produits par vache, sélectionner donc vraiment au niveau de la génétique pour un haut taux de conversion alimentaire, toujours dans l'objectif de réduire notre fermentation entérique. Et enfin, la troisième piste, au niveau de la gestion des fumiers, essayer de sortir le fumier plus fréquemment. Donc, finalement, un petit peu ce que Tommy fait actuellement sur son entreprise. Et au niveau du scénario 3, ça, c'est vraiment un scénario long terme, un petit peu plus ambitieux. On s'est dit, on va mettre toutes les chances de notre côté, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, on est allé chercher des pistes qui sont peut-être un petit peu moins communes ou un petit peu plus innovantes et qui demandent aussi peut-être plus d'investissement, peut-être encore un petit peu de recherche, mais on voulait justement voir un petit peu quels allaient être leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour ça, on a
regarder au niveau des additifs, donc 2 additifs, ajouter de la matière grasse pour modifier un petit peu l'alimentation, la composition de l'alimentation. Donc là, on parlait vraiment d'huile de canola. Et ensuite de ça, ajouter le 3-NOP ou le Bovaer pour ceux qui l'ont entendu sous ce nom-là. Donc ça, c'est vraiment une molécule qui va aller inhiber en fait une partie de la fermentation entérique et donc qui va vraiment réduire les émissions de méthane. Puis, au niveau des fumiers maintenant, on s'est dit, bon, ben, si on composte les fumiers, on va voir qu'est-ce que ça fait. Puis, ce qui est important de mentionner sur tous ces scénarios-là, c'est que nous, on a vraiment regardé leur aspect émissions de gaz à effet de serre, mais on n'a pas encore regardé leur aspect économique. Donc, c'est sûr que gardez en tête votre œil économique également. Il y en a peut-être certaines que vous ne pourriez pas mettre en place tout de suite sur votre entreprise ou qui seraient peut-être un petit peu plus coûteuses de quoi que ce soit. Mais là, pour le moment, on discute vraiment au niveau GES. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on met nos petites lunettes GES pour aller voir est-ce que ces différentes pistes sont intéressantes au niveau des émissions. Donc, si je regarde maintenant les résultats, la première chose, c'est de montrer d'où est-ce qu'on part. Donc là, on n'est pas parti de l'entreprise de Tommy, on est parti de notre ferme moyenne parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire cet exercice-là sur la ferme de Tommy. Mais ce qu'on voit finalement avec notre ferme moyenne, si on applique le premier scénario, on se rappelle, le premier scénario, c'était les sous-produits, la qualité des fourrages améliorés et le pâturage intensif. Donc là, on voit qu'on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 %. Si on regarde maintenant les résultats du deuxième scénario, ce scénario-là, c'était celui où on travaillait sur la productivité de l'entreprise et sur la sortie, en fait, la vidange plus fréquente des fumiers. Donc là, on voit qu'on a une énorme réduction quand même de 41 % par rapport à notre scénario initial. Puis on voit vraiment que la réduction se fait particulièrement au niveau de la gestion des fumiers. Donc ça, vraiment, je pense, c'est une piste à garder en tête. Ça permet une grosse réduction au niveau de la production bovine. Et enfin, notre dernier scénario, qui était le scénario avec les additifs et le compostage des fumiers, on obtient finalement une réduction de 47 % des émissions pour notre ferme moyenne. Donc, on voit qu'on a quand même quasiment diminué par 2 les émissions de cette entreprise-là. Donc, finalement, cet petit exercice-là, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que dès maintenant, en fait, il y a des actions qui existent et qui nous permettent de réduire. Puis, en faisant cette réflexion-là, c'est ce qu'on s'est dit justement avec Tommy, c'est que, en fait, lui, il était déjà en action. Certaines des actions que je vous ai présentées là sont déjà en place sur son entreprise. Puis c'est pour ça que je les ai surlignées un petit peu en vert. Donc ça, je ne sais pas si Tommy, tu voulais justement rajouter quelque chose par rapport à ça, nous parler un petit peu des différentes actions que tu fais. Je sais que tu fais beaucoup de choses au niveau du pâturage. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, mais tu n'es pas obligé non plus. Hein? Bon. Faut faire un petit retour sur l'ensemble des points. Il y a quand même certains points, comme producteur de bœuf, qu'on tend à faire année après année. Quand je regarde l'améliorer la qualité des fourrages, je pense que dans l'ensemble, on a tous le souci de faire des bons foins puis, pour nourrir nos animaux dépendamment de notre structure d'entreprise. Ce que je vois aussi, améliorer la productivité des cultures, c'est la même chose. Je pense qu'on va, avec les changements climatiques qu'on a, on veut tous améliorer notre productivité des sols. Au niveau de la gestion des pâturages, c'est sûr que moi, je tends à m'en aller encore plus vers le pâturage intensif. Pâturage intensif, c'est que ça va me permettre il y a une grosse gestion alentour de ça. C'est pas quelque chose qui est facile à faire du jour au lendemain. C'est vraiment de faire circuler les animaux là, avec des parcelles courtes sur une durée maximum de 2 jours. Là. En tout cas, moi, personnellement, je vise 2 jours. Puis, c'est vraiment de garder toujours un bon couvert végétal au niveau du sol. Un 6 pouces et plus là, pour faire... même quasiment, selon les recherches, il y en a qui recommandent encore plus que ça. Puis c'est vraiment de faire circuler les animaux rapidement pour toujours qu'il y ait un bon couvert végétal. Jamais que le sol s'assèche. Puis en faisant ça, c'est qu'on améliore la santé des pâturages. On améliore la vie du sol automatiquement en laissant plus de couvert végétal. Ensuite, la gestion des matières fertilisantes est beaucoup améliorée. Parce étant donné qu'en pâturage intensif, on
on régénère, la régénération des parcelles se fait naturellement ou avec un peu de vasage de la part de graines fourragères. Ça fait qu'on réduit, automatiquement l'apport d'azote de synthèse. Fait que déjà là, on valorise plus les fumiers. Puis, en faisant moins de brassage de terre, au niveau, régénérer une parcelle, automatiquement, on sauve du carburant, moins de tracteurs, moins de fuel, moins de temps. C'est tous des petits gestes qui font que, en bout de ligne, ça paraît sur le bilan GES. Ça diminue. Il n'y a pas de geste d'impact ou un geste qu'on peut faire qui va dire « Hey, j'ai résolu mon bilan GES en apposant une action. » C'est une combinaison de petites actions sur plusieurs postes. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de retenir. Il n'y a pas une solution magique là, où ce que je commande demain matin, puis c'est fini, on n'en parle plus. Là. Exact. C'est un ensemble de petites actions. Puis, on voit, toi, que tu es déjà en action. Il y en a que tu as déjà commencé depuis des années. Puis, que justement, comme tu disais, tu essaies tous les jours de te rapprocher de ton objectif. Puis, finalement, moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, que finalement, c'est plein de petites actions qu'on peut faire, surtout certaines que vous faites déjà probablement, puis que justement, vous pouvez continuer. Puis, ça va avoir un impact sur votre bilan, un impact positif. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, je vois l'heure qui tourne. Je veux quand même qu'on parle de séquestration du carbone. Donc, je vais avancer pour vous parler justement de ce petit volet-là. Donc, on va vraiment regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des sols et des arbres. J'ai mis arbre entre parenthèses parce que dans le cas de Tommy, on n'a pas considéré de plantation d'arbres pour son bilan. Donc, je voulais juste vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne, la séquestration du carbone. Donc, en fait, la première chose, c'est vraiment la photosynthèse des végétaux. La base de tout, c'est vraiment ça finalement. C'est que les végétaux, en prenant le CO2 de l'atmosphère, puis pour faire finalement leur biomasse, c'est vraiment là qu'on va pouvoir séquestrer du carbone. Puis finalement, ce carbone, soit il va être stocké dans les arbres pendant des années tant que l'arbre est là, soit finalement, il va être stocké dans la plante, puis lorsqu'elle va mourir, lorsque ses racines vont mourir, etc., il y en a une partie qui va rester dans le sol. Puis nous, donc, dans ce cas-là, dans la ferme de Tommy, c'est vraiment ça qu'on est allé regarder. Puis pour ça, on a regardé finalement ces analyses de sol. C'est le petit graphique que vous avez juste ici à droite. Puis ce qu'on a fait, c'était vraiment de voir quelle est la dynamique de sa matière organique, quelle est la dynamique de son carbone de son sol sur l'entreprise. Puis ça, c'est la ligne jaune que vous voyez ici. Donc en fait, quand on la regarde, cette ligne jaune, on voit qu'elle est quand même très stable, puis qu'elle est quand même autour de 8 de matière organique. Donc, c'est quand même deux éléments importants à mentionner. Dans la ferme de Tommy, on est vraiment à une certaine stabilité au niveau de la matière organique, puis on a une certaine stabilité assez haute qui est vraiment en lien finalement avec la Gaspésie, le fait qu'on est en région froide, donc finalement la matière organique va un petit peu moins minéraliser que dans des régions plus au sud. Puis finalement, qu'est-ce qui peut expliquer cette stabilité-là? C'est vraiment les pratiques qu'il y a eu sur l'entreprise. Enfin, c'est vraiment l'histoire, en fait, des terres sur l'entreprise. On a une majorité de plantes pérennes et des rotations très longues qui font finalement qu'on a un système où il y a plus de carbone, plus de matière organique qui va rester dans le sol. Donc voilà. Puis si on ramène ça en tonnes d'équivalent CO2 maintenant, on a compté une séquestration annuelle de 56 tonnes d'équivalent CO2. Donc on voit que c'est quasiment zéro. Là. Si on regarde par rapport à notre bilan qui était à 665, finalement, on voit qu'il y a une toute petite séquestration, mais c'est vraiment plutôt une stabilité, comme je l'ai dit. Puis, qu'est-ce qu'il en est ailleurs au Québec? On voit que Tommy est quand même stable, mais est-ce que c'est la même chose partout? En fait, ce qu'on voit avec cette carte ici, c'est que non, c'est pas la même chose partout. En fait, on voit qu'on a vraiment la majorité la majeure partie du Québec et de l'Est du Canada de manière générale, on voit qu'on a vraiment une diminution importante de la teneur en carbone de notre sol. Puis ça, en fait, ça s'explique pour majoritairement une raison, c'est vraiment l'histoire de nos sols. Donc, en fait, si on revient un petit peu à la dynamique du carbone dans le sol, notre carbone dans le sol, qui est sous forme de matière organique, notre carbone dans un sol non perturbé, donc majoritairement dans un sol forestier, il est à l'équilibre. Donc, on va avoir un équilibre qui va dépendre vraiment de où est-ce que vous êtes situé, de la texture de vos sols et finalement de est-ce que c'est perturbé ou non. Si on commence à perturber notre sol, la première perturbation dans le sol, ça va être quand on va défricher la forêt pour mettre des cultures
pérennes. Donc, on va vraiment parler de prairies, pâturage. Ça va être une première perturbation, mais vous doutez qu'évidemment, quand on va vers un système de culture annuelle, on perturbe encore plus le sol. Puis dans ce cas-là, dans ces deux cas, on va avoir une émission de carbone, en fait, qui est liée à la perte de matière organique. Puis ça, c'est vraiment lié au fait qu'on a des systèmes justement qui sont perturbés, qui sont des systèmes où on a un petit peu moins de carbone qui rentre. Donc forcément, on va avoir un petit peu plus de carbone qui va sortir. Parce que ce que notre système il cherche à faire, c'est retrouver un certain équilibre. Puis ce qu'on voit, c'est justement si on laisse le système dans le même, mettons, dans la même situation pendant des années, on parle de 20, 30 ans, ben à ce moment-là, on va retrouver un nouvel équilibre. Puis Tommy, c'est probablement ici qu'il est. Comme lui, il a perturbé son système en défrichant, en mettant des cultures pérennes, mais que ça fait des années qu'il est en culture pérenne, qu'il en a conservé sur l'entreprise depuis toujours, ben finalement, il atteint cet équilibre-là, puis c'est pour ça que sa matière organique est plutôt stable. Ensuite de ça, à partir de là, on peut éventuellement mettre en place des actions pour essayer de séquestrer à nouveau du carbone et atteindre finalement un nouvel équilibre. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que cet équilibre-là, il va dépendre vraiment d'où est-ce que vous êtes, de votre texture de sol. Donc, on ne peut pas finalement séquestrer du carbone à l'infini sur une entreprise. C'est pas possible. Ça va vraiment dépendre de votre texture de sol, de votre climat, de l'histoire de votre sol de manière générale. Donc ça, c'est un petit peu la théorie finalement derrière la dynamique de carbone. Puis, si on regarde maintenant, qu'est-ce que ça donne en conclusion pour notre bilan carbone? Si j'additionne un petit peu tout ça, eh bien, on voit que pour l'entreprise de Tommy, on est parti finalement d'une émission à 665 tonnes d'équivalent CO2 par année, à laquelle on retranche les 56 tonnes qui sont séquestrées sur l'entreprise. On arrive finalement à un bilan de 609 tonnes émises chaque année sur son entreprise. Donc, je voulais te laisser la parole, Tommy, par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu retiens finalement de ce bilan carbone-là? Puis qu'est-ce que ça t'encourage à faire ou pas éventuellement sur ton entreprise? Bon, ben, c'est sûr que quand je regarde mon bilan carbone, je ne m'attendais vraiment pas à une feuille de route comme ça. Ce qui me surprend et qui me fait mal à dire, c'est que la question de la webinaire, c'est est-ce que la carboneutralité est possible en production bovine? Puis ça fait mal au cœur de dire c'est presque impossible à atteindre. Mais on peut la réduire. On l'a vu avec les scénarios, puis on peut réduire de beaucoup. Puis moi, c'est ça que je retiens. T'sais. Au départ, quand j'ai commencé à prendre l'ampleur du mot carboneutralité, je me disais, c'est donc bien lourd, ce mot-là. Ça veut donc bien dire un tas d'affaires. C'est-tu atteignable? C'est-tu réalisable? Mais je m'aperçois qu'il n'y a rien de parfait. L'agriculture, comme plein d'autres domaines, c'est pas là qu'on va obtenir la carboneutralité demain matin. Il y a de l'évolution, il y a de la recherche qui va venir. Là, on est au début des connaissances à acquérir. Mais ce que j'en retiens, c'est qu'il y a on peut mettre des efforts, puis je pense qu'on en fait déjà pas mal tous des efforts. S'il y a 12 entreprises qui vont faire le bilan carbone au courant de l'année, vous allez être comme moi, vous allez être surpris, puis vous allez voir qu'il y a des actions qui peuvent se poser facile. C'est ça que j'en retiens, c'est qu'il y a du positif en arrière de ça. Puis, si tout le monde poserait des gestes simples sans investir, c'est sûr qu'on est en production bovine, on ne roule pas tout sur l'or, puis on n'a pas tous la liquidité pour investir, pour réduire des GES, pour en bout de ligne, à la fin de l'année, vendre des veaux au même prix. Puis c'est ça que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, sans investir nécessairement de l'argent massivement dans le système, on peut tous appliquer des solutions faciles et réalisables. Exact. Comme qu'on a vu. Puis, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, la majeure partie des actions qu'on a évoquées dans la présentation, c'est des actions que vous faites déjà. Puis surtout, c'est des actions qui vont aussi profiter à d'autres sphères de l'entreprise. Donc, tu sais, ne pas oublier que tout ce qu'on vous présente là, c'est comme des lunettes GES, mais que finalement, toutes ces actions-là, elles vont avoir un impact sur plein d'autres aspects de l'entreprise qui peut être très bénéfique. Donc, encore une fois, on garde notre lunette. Puis moi, je voulais juste conclure sur ce que tu as dit. C'était vraiment une super conclusion sur vous rappeler que l'amélioration du bilan, c'est
c'est possible. On l'a vu avec notre scénario. Donc là, je suis allée directement au scénario 3. Quand on rajoute la séquestration du carbone, on obtient quand même une réduction de 51 du bilan de notre ferme moyenne. Donc, moi, ce sur quoi je veux vraiment conclure, c'est ce que tu viens de dire, Tommy, que finalement, on a vu que, bon, ben oui, on émet des GES en production bovine, mais qu'on peut améliorer notre bilan carbone, on peut réduire notre empreinte. Puis pour le faire, ben, finalement, c'est vraiment de le faire un petit peu en collaboration. Comme je disais, une action va avoir différents impacts sur votre entreprise, mais en plus de ça, vous avez plein de personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc, c'est intéressant, puis c'est bénéfique pour tout le monde de collaborer ensemble. Comme on dit, quand on est seul, on va peut-être vite, mais on va pas loin versus quand on est beaucoup, ben, à ce moment-là, on va loin. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça le message que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, que finalement, on peut s'améliorer, on peut aller vers une agriculture bas carbone dès maintenant, comme le disait Tommy, avec des actions qui sont peut-être pas qui ne nécessitent pas forcément d'investissement sur l'entreprise. Donc, voilà, c'était un petit peu le mot de la fin pour la présentation. Je vous remercie de votre attention.